Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'ICAM si vous êtes venus de l'extérieur et bon courage pour les collègues qui viennent de terminer leur journée très longue, mais quand même ils voulaient assister à cette conférence très intéressante, je l'espère. Je suis certain pour moi personnellement et ce sera aussi également pour vous. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour présenter Philippe. Je vais laisser ça à lui-même. Il va se présenter d'abord et après on commence la présentation. Juste pour savoir, cette conférence est diffusée en direct actuellement sur YouTube et j'espère qu'il y a beaucoup des gens qui nous suivent en direct. Allez, à toi Philippe. Ok, donc d'abord bonjour, bonsoir plutôt à ceux qui ont fait l'effort de venir. Rapidement, Philippe Juel, enseignant-chercheur ici à l'ICAM, j'enseigne particulièrement l'intelligence artificielle et je fais des recherches mêlant à la fois l'IA et la robotique. Donc voilà, maintenant on va être ensemble pendant à peu près une petite heure pour parler d'intelligence artificielle, mais surtout, parce que c'est un sujet très vaste, donc je vais me focaliser plutôt sur les aspects techniques. Alors, je vous rassure, ça peut être trop technique, mais l'idée c'est de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Donc pour ça, on va partir sur un exemple que je vais vous présenter dès maintenant. Alors je vais être obligé de lâcher le micro parce qu'il me faudra une troisième main. Donc, désolé. Alors, donc, c'est de parler fort. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer des images. Donc, pour cette manip, on a juste besoin d'un ordinateur avec une webcam. Il n'y a aucun logiciel installé. Le logiciel tournant sur Internet. Donc là, je vais créer une catégorie que je vais appeler main et je vais enregistrer plusieurs images de ma main. Voilà, à peu près une cinquantaine d'images. Ensuite, je vais faire la même chose avec le point. Voilà. Et je vais créer une troisième catégorie que je vais appeler fort judicieusement rien, sur lequel il y aura rien. Voilà. Donc maintenant, je vais lancer l'entraînement. On va voir tout à l'heure ce que signifie l'entraînement. Vous rassurez-vous, c'est pas très long. Voilà, il faut aller jusqu'à 50. Voilà, c'est fait. Et maintenant, voilà, il y a sur la partie droite ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire que les images qui sont prises sont analysées par le système, qu'on va voir par la suite, et il nous fait une prédiction. Donc là, il prédit il est quasiment sûr qu'il n'y a rien sur l'image, effectivement. Donc maintenant, si je mets la main ouverte, il prédit que c'est la main. Si je mets le point, il prédit que c'est le point, à presque 100%. Et si je mets entre les deux, voilà, il commence un peu à hésiter. Mais voilà, si je lui montre ce qu'il a appris, ça marche plutôt bien. Voilà. Donc, l'objet de cette conférence, c'est de vous faire comprendre tout ce qui fonctionne derrière pour qu'un résultat comme ça marche. Alors, je vais arrêter la caméra. Encore une fois, ça, vous pouvez le faire chez vous. Il n'y a aucun logiciel installé sur la machine. Tout ce que j'ai, il suffit de se connecter sur le site de Teachable Machine de chez Google. Ok, donc pour pouvoir voir ça, qu'est-ce qu'on va avoir au menu ce soir? Eh bien, on va commencer par voir les réseaux de neurones, parce que tout ça, ça s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels. Donc on va détailler ça dans un premier temps. Ensuite, ces réseaux de neurones, eh bien, on va s'en servir pour faire ce qu'on appelle de l'apprentissage profond, du deep learning, vous avez peut-être entendu le vocal en anglais. Et pour finir, on verra l'application de ces différentes techniques pour faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de la classification d'images. Alors, je rassure les personnes qui seraient allergiques aux maths, je ne vais pas prendre du tout un aspect théorique, mathématique. Il y a plusieurs façons de présenter les choses, mais je vais essayer de présenter beaucoup avec des images, des exemples, avec les mots. Alors, par contre, ça va quand même être technique, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a plusieurs façons d'aborder l'IA, plusieurs aspects qu'on peut montrer sur de l'IA.
moi j'ai choisi d'orienter cette conférence sur l'aspect plutôt technique, comment ça fonctionne. Encore une fois, de la façon la plus didactique, la plus simple possible. Faute de temps, je n'aurai pas le puis en plus les sujets très compliqués, je n'aurai pas le temps de parler. Ce qui est très à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, c'est-à-dire l'exemple le plus connu, c'est ChatGPT et tous les dérivés, et les IA génératives concernant les images comme Midjourney, DALL-E ou autres. Donc ça, éventuellement, s'il y a de la demande, ça pourra faire l'objet d'une autre conférence plus tard. Voilà, donc encore une fois, si ça doit en effrayer certains, il est toujours temps de partir. Alors, pour ceux qui sont restés, donc ce qu'on peut, c'est par rapport à ce que j'ai présenté précédemment, c'est une petite expérience qu'on a fait, faire quelques observations. Tout d'abord, vous avez vu que c'est une mise en œuvre assez simple. D'accord, j'ai juste cliqué sur un bouton, montré quelques images de la main verte, du point fermé, etc. Appuyé sur un bouton, crac, ça fonctionne du coup. Et au lieu d'utiliser ma main, j'aurais pu utiliser apprendre d'autres objets, j'aurais procédé exactement de la même façon sans avoir quelques paramètres à régler ou de forte raison de code spécifique à rentrer. Donc assez simple, tellement simple d'ailleurs que on utilise ça lors des jours de porte ouverte, les journées de la science, on fait venir des gamins des écoles environnantes, donc les CM1, CM2, et je leur fais faire apprendre comme ça avec une petite de machine à reconnaître des fruits. Et puis, ça marche très très bien. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces technologies-là, il y a 10 ans, on ne savait pas faire. Ça s'est vraiment fait connaître en 2013, le deep learning. Et donc, avant, pour reconnaître qu'est-ce qu'il y avait sur une image, dans le cas général, on ne savait vraiment pas faire. Là, encore une fois, c'est très simple, même un gamin de CM1, c'est le faire. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que la méthode que j'ai utilisée, qu'on va détailler, ce n'est pas spécifique à un problème donné. Encore une fois, j'ai appris ma main, parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais j'aurais pu lui apprendre à reconnaître d'autres objets et j'aurais utilisé exactement les mêmes technologies. Alors, contrairement, je dis, à la technique qu'on utilisait avant, qui continue à être utilisée dans l'industrie de la vision par ordinateur, là, il va falloir coder spécifiquement une solution par rapport au problème, à l'objet que l'on cherche à reconnaître. Cette technologie, et ça j'y reviendrai parce que c'est le cœur de la techno, c'est que c'est basé sur de l'apprentissage. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit un programme spécifique par rapport à ce que la tâche qui était de reconnaître nom vert ou le point. Je me suis contenté de faire de l'apprentissage, c'est-à-dire je lui ai montré des exemples, plein d'exemples. Je lui ai montré une cinquantaine d'images à chaque fois en prenant bien soin de mettre la main dans des positions diverses et variées, pour justement multiplier les exemples. Et grâce à tous ces exemples, eh bien, il a fini le système par apprendre à reconnaître, à discriminer une main ouverte du point. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que si le système, à un moment donné, n'est pas très très bon à faire des petites erreurs, eh bien, il va suffire de lui rajouter des exemples supplémentaires pour qu'il puisse se perfectionner dans le temps. On n'a pas besoin de réécrire un programme, il suffit de lui donner plus d'exemples. Et ça va nous permettre, alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette techno? On va s'en servir pour résoudre deux types de problèmes, principalement des problèmes de classification et des problèmes de régression. Alors on va me demander qu'est-ce que c'est, et il se trouve que j'ai la réponse dans les transparents suivants. Donc, classification, c'est ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que la classification, c'est l'exemple Archipato et des iris. On a des iris, et puis il y a trois classes, trois catégories d'iris. Il y a les iris setosa, les iris versicolor et les iris virginica. Et ce que l'on veut, c'est quand on a un iris sous la main, on aurait un système qui nous dise dans quelle catégorie ranger cet iris. Donc faire un peu le job que ferait un botaniste. Donc, pour ça, il y a deux façons, enfin, pour entraîner ce système, on va pouvoir interagir avec lui de deux façons différentes. Soit on lui donne des caractéristiques, donc typiquement on va mesurer la longueur et la largeur des pétales et des sépales, on mesure ça avec 1 cm, et on lui rentre ces 4 nombres, en espérant que ces 4 nombres soient suffisants pour discriminer les 3 variétés de fleurs.
Soit c'est encore plus simple, parce que ça ne nécessite aucune mesure, on prend une photo, on donne au système la photo en question et il nous fait la prédiction. Donc là, par exemple, si vous avez un smartphone, vous pouvez télécharger un logiciel qui s'appelle PlanteNet. Si vous faites des randos, ça vous aidera à prendre les fleurs, et puis ça marche super bien. Vous prenez des photos, paf. Ça télécharge la photo, ça fait la reconnaissance, et ça vous dit ce que vous avez en face. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la classification. La sortie, c'est la probabilité que ça appartienne à chacune des n classes qu'on lui a donné à apprendre. L'autre type de problème, c'est le problème de régression. Donc là, l'exemple, là aussi, archi-bateau, c'est l'exemple de l'agent immobilier qui reçoit un bien de la part d'un client et qui doit estimer à quel prix il peut espérer vendre cette maison et en combien de temps il peut espérer la vendre. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer sur tout un historique de vente où il a déjà vendu plein de maisons. Il sait exactement à quel prix il les a vendus, en combien de temps il les a vendus, et il va essayer d'estimer, à partir de tout cet historique qui constitue son expérience de vendeur, essayer d'intuiter pour cette maison-là à quel est le prix ou en combien de temps il pourrait espérer la vendre. Donc là, cette fois-ci, la valeur qui va sortir, c'est pas une probabilité que ça appartienne à telle classe ou telle classe ou telle classe, c'est directement un nombre, le prix, un nombre qui va varier par exemple entre 0 et 1 million d'euros. Voilà, donc ça c'est les deux types de problèmes pour la classification régression. Alors en informatique, comment est-ce qu'on fait pour résoudre un problème d'habitude? Eh bien, en général, il y a un informaticien qui s'y colle, qui va essayer de définir quelles sont les caractéristiques pertinentes qui vont permettre, en fonction des données d'entrée, d'aboutir aux données de sortie souhaitées. Donc pour ça, il va réfléchir, il va définir un algorithme, et ensuite cet algorithme, qui est donc une suite de procédures à appliquer aux données d'entrée pour aboutir aux données de sortie, eh bien, ça va se traduire par la réalisation d'un programme dans un langage informatique. Donc ça veut dire là qu'à chaque fois, il y a un humain qui travaille pour mettre au point l'algorithme, pour mettre au point, pour développer le logiciel. Nous, ce que l'on voudrait, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est donner des exemples de ce qu'on veut traiter et qu'on ait un système, une IA, qui se débrouille à partir de ces exemples pour faire le job qui est fait ici. Alors, quel est l'avantage de cette approche? L'approche par apprentissage, c'est tout simplement que cette fois-ci, on n'a pas d'intelligence humaine à mettre en œuvre, donc ça peut être à la fois plus rapide, mais c'est surtout beaucoup moins coûteux. C'est la machine qui va travailler au lieu que ce soit humain. On va se baser sur l'apprentissage pour certains. Si par exemple je vous demandais d'écrire un programme, au moins de mettre au point l'algorithme pour distinguer un chien d'un chat, c'est pas évident. Par exemple, les deux quatre pattes, ils ont tous les deux des yeux, des museaux, etc. Alors voilà, distinguer un chien d'un perroquet peut être un petit peu plus facile, mais un chien d'un chat, c'est pas vraiment évident. Là, vu que c'est basé sur l'apprentissage, on n'a pas à se préoccuper de comment le système va faire, on va juste lui donner des exemples. Ce que j'ai fait avec la main, et le système va marcher. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que ces systèmes-là, qu'on va mettre au point par apprentissage, ils vont être capables de généralisation. Alors, généraliser, c'est quoi? C'est, on ne veut pas qu'il soit seulement bon sur les exemples qu'on lui a donnés à apprendre, on veut aussi qu'il soit bon sur ce qu'il n'a pas encore vu. Typiquement, l'agent immobilier, ça ne m'intéresse pas de retrouver le prix qu'il a vendu à telle maison il y a 2 ans. Ce qui va m'intéresser, c'est d'estimer au plus juste le prix de la nouvelle maison qui vient de rentrer, donc on n'a pas encore le prix, mais de faire une estimation la plus probable possible. Donc cette capacité à généraliser, c'est quelque chose de très fort qu'ont les systèmes par apprentissage, qui va nous intéresser. Alors pour concrétiser ce que c'est que la généralisation, je prends un petit exemple animalier. Je vais vous demander un peu de participer. Voilà. Une photo d'élevage, vous avez des indices, ça vit en Afrique, ça pèse à peu près 15 kg en moyenne, et voilà, ça peut près 1 mètre. Donc si je vous demande quel est le nom de cet animal, combien, justement, à la main levée, combien pense connaître le nom? Alors attention, c'est pas un océan, hein, parce que c'est l'exemple que je prends d'habitude en cours, donc j'ai changé tout à l'heure. Voilà, donc bon, alors on va dire il y a 3 personnes à peu près qui connaissent le nom. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle un serval. Alors maintenant, pour rattraper, deuxième question. Alors, avant de la deuxième question, on va, au niveau des animaux, vous savez qu'ils sont rangés par famille. Donc il y a la famille des canidés, là, c'est le loup, le coyote, le chacal, le renard, etc.
et la famille des félidés, donc avec le lion, panthère, le guépard, tigre, lynx, etc. Maintenant, si je vous repose pour le même animal la question, à votre avis, est-ce que c'est un canidé, qui pense que c'est un canidé? Il n'y a pas de piège. Canidé, non, félidé, en majorité. Effectivement, c'est un félidé. Et donc ça montre quoi? Ça montre qu'un animal que vous ne connaissiez pas, d'autres exceptions près, un animal que vous ne connaissiez pas, vous avez été capable de le ranger dans la bonne catégorie. Pourquoi? Parce que vos parents vous ont amené au zoo, vous avez lu des reportages animaliers, vous avez lu des bouquins, bref, vous êtes fait une idée de qu'est-ce que c'est qu'un félin. Vous êtes fait une idée de qu'est-ce que c'est qu'un membre d'une qualité. Et rien qu'avec ces exemples que vous avez lus, vous êtes capable d'intuiter sur des nouveaux exemples que vous n'avez encore jamais vus. C'est la première fois que vous voyez une photo d'un cerval, mais vous avez été capable, par généralisation, de le ranger dans la bonne catégorie. Donc c'est ça qui va nous intéresser de faire avec les systèmes à base d'IA. Alors, ce qu'on veut, c'est des systèmes qui soient capables d'apprendre. Et comment est-ce qu'on va faire pour faire apprendre? Bien, on va regarder les systèmes qui apprennent le mieux, c'est nous. Enfin, je veux dire, tous les animaux supérieurs, et il y a plus forte raison l'homme, si on regarde comment est-ce qu'on fait pour apprendre, on utilise notre cerveau, donc on va regarder comment c'est. Parce que l'idée, bien sûr, c'est si on veut refaire un système qui apprenne, autant s'inspirer de quelque chose qui marche bien, plutôt que de réinventer la roue. S'inspirer de ce que la nature a fait de bien. Donc on va analyser comment s'est fait un cerveau, voilà, et puis on va s'apercevoir que c'est constitué de milliards, à peu près dans le cerveau humain, il y a à peu près 90 milliards de neurones, et chaque neurone est très fortement connecté aux autres neurones. Ils sont connectés par ce qu'on appelle les synapses. Il y a à peu près une dizaine de milliers de synapses par neurone pour se connecter aux autres neurones. D'accord? Donc, beaucoup de cellules est très fortement connectées. Un neurone, c'est quoi? Bon, là, c'est un machin comme ça peut vous rappeler vos cours d'activité de sciences maths pour les plus anciens. Un neurone, c'est une cellule qui a des données d'entrée et des inputs et des entrées, donc qui vont être véhiculés par ce qu'on appelle des dendrites, sur lesquels arrivent des signaux sous forme d'impulsions, des terminaisons nerveuses, donc qui vont des potentiels électrochimiques, là j'y arrive. Donc c'est des signaux qui vont arriver sur les dendrites, qui proviennent des neurones précédents, et le neurone va faire un certain traitement à partir de ces données d'entrée, et il va produire une sortie plus ou moins importante via ce qu'on appelle un axone, et cet axone va se ramifier au travers du bouton synaptique pour aller transmettre cette information sur les neurones suivants. D'accord? Voilà, ça c'est le neurone biologique, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'inspirer de ça pour faire l'équivalent, pour faire un neurone informatique. Donc voilà, ça crée des réseaux de neurones artificiels. Alors, les réseaux de neurones artificiels, voilà, donc je vous ai rappelé le schéma du neurone biologique, et voici sa représentation graphique, sous forme de petit schéma, au niveau informatique. Donc, on retrouve des entrées, d'accord, qui correspondent aux signaux qui arrivent des neurones précédents au travers des synapses. Et ce qui est très important, c'est que chaque entrée va être modulée, va être pondérée, on va voir ce que j'entends par pondérée, par des poids. Voilà, c'est tout simplement des nombres ici. Et encore une fois, je vais vous prendre un petit exemple très simple juste après. Donc il va y avoir des entrées pondérées. Et on va faire, le neurone va faire deux choses. Il va commencer par faire la somme de ces neurones pondérés. Et on va obtenir un nombre. Et ce nombre-là, après, on va l'envoyer dans une des fonctions d'activation qu'on aura associées au neurone. Et ça nous permettra de générer le signal de sortie. Donc voilà, on va voir tout de suite l'exemple numérique, ça parlera mieux. Donc ça veut dire que j'ai l'entrée 1, le 1 là, qui a une valeur de 2. Mais le poids W1 a une valeur de 1,5. Donc ça veut dire que la première entrée, c'est 2 fois 1,5. C'est-à-dire que là, ça veut dire que l'entrée E1 compte pour 1,5. Alors que l'entrée E2 compte pour 3. Voilà. Par contre, 2 fois plus que la première. Donc on prend le signal d'entrée, on le multiplie par la pondération correspondante, c'est le nombre qui est ici,
On fait la même chose ici, pour l'entrée, on a multiplié par la pondération correspondante, c'est nombre ici, et on rajoute une constante qu'on appelle le biais, qui s'ajoute ici. Donc quand on fait l'application numérique, là on obtient 6,5, la seule pondérée. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser la fonction d'activation sigmoïde, là, qui est ici. Je prends le 6,5, je l'envoie dans la sigmoïde, et je regarde que la sortie correspondante, là, c'est presque 1. Et donc ça sera la sortie de mon neurone. Donc vous voyez, en termes de calcul, c'est des sommes et des multiplications. C'est ni plus ni moins, plus l'appel à la fonction sigmoïde, mais c'est ni plus ni moins que ça, un neurone. Donc maintenant qu'on a un neurone, ici par exemple, eh bien on va créer un réseau de neurones. On va les mettre ensemble, on va les connecter ensemble, comme c'est dans notre cerveau. Et on va faire aussi comme c'est dans notre cerveau, c'est-à-dire dans notre cerveau, les neurones ne sont pas comme ça complètement en vrac, ils sont par couche. Peut-être là l'expression tant qu'il y a une couche, je ne sais pas. Et donc, il va y avoir différentes couches, et donc, il va y avoir donc là, j'ai un réseau avec 5 neurones. La première couche qui est ici, c'est ce qu'on appelle la couche d'entrée. La couche qui est ici, c'est la couche de sortie. Et entre les deux, il y a des couches cachées. Donc là, pour que le dessin tienne sur le transparent, je vous ai une seule couche cachée avec 2 neurones, mais dans la pratique, les réseaux vont être beaucoup plus complexes, parce que ça, beaucoup plus de couches cachées, beaucoup plus de neurones. Et ce qui est très important, c'est que tous les neurones d'une couche sont connectés aux neurones précédents. Et que lui, il reçoit des informations, l'information de sortie du neurone I2, et il reçoit l'information de sortie du neurone I1. Et une fois qu'il a fait son petit calcul, il transmet ces données à tous les neurones de la couche suivante. Bon, là, ici, il n'y en a qu'un seul, mais s'il y avait plusieurs neurones, là, ça partirait aussi sur tous les suivants. Voilà, donc ça, c'est un réseau de neurones. Et on va le voir juste après, mais chaque neurone, je vous rappelle qu'il a une pondération, c'est-à-dire un poids qui va dire de combien la donnée qui arrive là-dessus est importante par rapport au poids de celui-ci. Rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait 1,5 et 3, ça veut dire que la donnée qui arrive ici compte 2 fois moins que la donnée qui va arriver ici. C'est juste ça le poids. Mais on va voir que c'est très important, cette histoire de poids. Donc voilà, donc ce qu'on voudrait, nous, c'est avoir, par exemple, je vous ai 2 exemples de réseaux de neurones. Un pour faire un problème de classification, un pour faire un problème de régression. Le problème de classification, j'ai repris l'exemple de l'iris. Je vais avoir 4 neurones en entrée. Au milieu, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je vais avoir 3 neurones en sortie. Pourquoi? Parce que j'ai 3 classes. C'est aux Versicolor et Virginica. Donc il me faut 3 neurones en sortie. Chacun va contenir un nombre entre 0 et 1. Quand on fera la somme de tout ça, ça fera 1. Donc ça correspond à des pourcentages. Pourcentage d'appartenir à une classe. Et en entrée, on retrouve les données d'entrée du problème. Donc ici, je veux faire de la classification à partir des caractéristiques longueur et largeur des pétales et des sépales. Dans l'exemple qui est en dessous de régression, cette fois-ci, pareil, j'ai 3 neurones en entrée parce que j'ai les 3 caractéristiques de ma maison qui permettaient de justifier du prix de la maison. Et, encore une fois, au milieu, je ne sais pas, ça va dépendre de comment on va modéliser le réseau de neurones. Par contre, en sortie, là aussi, on peut connaître d'avance combien il y aura de sortie, puisque on cherche à prédire le prix. Donc là, j'ai besoin d'un seul neurone pour le prix. Un neurone dont la sortie va varier continuellement entre 0 et par exemple 1 milieu, et le délivre entre 1 mois et 5 mois, par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on veut, c'est mettre au point ces petits réseaux de neurones. Alors là, je vais prendre 2 transparents là pour montrer des exemples de neurones. Alors, encore une fois, pour que ça tienne sur un transparent, pour que ça reste simple, j'ai pris des exemples très simples. Donc là, ça va parler à Philippe Fournier. Des exemples de logique numérique, où là, on cherche à modéliser une porte qu'on appelle une porte ou exclusive, une porte XOR. Donc voici la cote de vérité. Alors, pour ceux qui auraient un peu oublié le fonctionnement de ça, donc ça, c'est des circuits qu'on va trouver dans tous les ordinateurs. Au niveau de l'électronique numérique, c'est vraiment... On en trouve partout, c'est vraiment fondamental. Et donc, ce qu'on cherche, c'est faire un système, faire un réseau de neurones qui va se comporter comme une porte logique
Excellent. Donc ça, c'est la table de vérité, donc ça se dit comme ça. Là, c'est-à-dire que si je rentre 0 ici, 0 ici, 0 volts, eh bien, je tiendrai en sortie 0 volts. Là, si je rentre 0 volts ici et 1 volt, par exemple 5 volts ici, j'obtiendrai un 1, c'est-à-dire 5 volts en sortie. D'accord? Donc je cherche à simuler ça avec un réseau de neurones. Donc je vais utiliser ce réseau et je vais lui coller les poids qui sont ici. Alors pour l'instant, je ne vous explique pas encore comment est-ce qu'on va calculer ces poids. Supposons qu'il y ait eu un calcul fait précédemment, je mets ces poids. Maintenant, si je m'amuse à vérifier si mon circuit fonctionne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les deux premières entrées, 0 et 0, pardon, je vais prendre celui-ci par exemple, 0 et 1, 0 ici, 1 ici. Je fais l'application numérique, comme on l'a vu précédemment, avec les multiplications des sommes passées par la sigmoïde, etc. Et la sortie de l'un, bah, hop, on la réinjecte dans l'autre, avec pareil le poids correspondant, etc. Et à la fin, on obtient, alors on n'obtient pas 1, on obtient presque 1. Et si on fait l'application numérique pour les quatre couples d'entrée, ici, bah, vous voyez qu'à chaque fois, alors il y avait la sortie attendue, c'était des trucs parfaitement rigide, 0, 1, etc. On obtient presque 0 et là on obtient presque 0. Ok, donc ça c'était la porte OU exclusif. Maintenant, si on prend la porte E, je vais utiliser le même réseau de neurones, sauf que la porte E, vous voyez que la table de vérité est différente. Ça ne fait pas la même fonction logique. Donc là, je vais me retrouver avec des valeurs de coefficients ici différents de tout à l'heure. Et si je fais l'application numérique, eh bien de nouveau, là où je m'attendais à trouver 0, bah, je tiens presque 0, et là où je voulais avoir un 1, je tiens presque 1. Donc ce qu'il faut retenir de ces deux petits exemples-là, c'est le fait qu'avec un même réseau, je n'ai pas changé la topologie du réseau, c'est toujours un réseau basé sur 5 neurones, 2 en entrée, 1 en sortie, full connective, c'est toujours le même réseau. Le seul truc différent entre les deux exemples, qui fait qu'il y en a un qui va pouvoir simuler une porte OU exclusif et l'autre simuler une porte E. La seule différence entre les deux, c'est que ce n'est pas les mêmes pondérations qui ont été affectées au niveau des relations entre les neurones. Donc on voit que cette histoire de pondération, c'est fondamental. C'est ce qui fait que le système va pouvoir s'adapter à un problème ou s'adapter à un autre problème, grâce aux bonnes valeurs de pondération. Donc justement, ces fameux poids, là, comment est-ce qu'on va les calculer? Alors, souvent, quand j'explique ça en cours, moi j'aime bien prendre l'analogie des poids, qui sont ici entre chaque connexion, ça représente un poids qu'il faut ajuster. Et donc j'aime bien prendre l'analogie d'un poids, c'est comme si vous aviez un potentiomètre que vous pourriez faire varier, d'accord, entre moins infini et plus infini, et la position du potentiomètre vous donnant une valeur numérique. Donc ce qu'on cherche, c'est le réglage optimal de tous ces... Raté. Qu'est-ce que je fais là? Je vais cliquer sur le bon bouton. Voilà, donc on pourrait prendre l'analogie par exemple par rapport à une personne, un ingénieur du son dans un concert. Eh bien, il va falloir qu'il règle le son optimal en sortie en fonction des différents sons qui vont rentrer, de ses instruments, etc. Et donc il va avoir un engin comme ça, une table de mixage avec tout un tas de petits boutons qu'il va pouvoir ajuster en fonction des différentes fréquences, des différentes intensités pour avoir le son le plus optimal possible. Et là, c'est exactement ça qu'on va chercher à faire. Alors pour ça, ça va passer pour trouver ces poids, on ne va pas les lire à main cuite, on ne va pas les calculer à la main, ça va passer par une phase qu'on appelle l'entraînement. Donc l'entraînement du réseau de neurones, ça sert à calculer justement à partir des exemples les poids et réglages optimaux pour pouvoir obtenir la sortie désirée. Donc ça induit une chose, ça induit que pour utiliser un réseau de neurones, il va y avoir deux phases bien distinctes. Il y a une première phase qui est l'entraînement, qui va servir à régler tous les boutons, et une fois que c'est réglé correctement, là on n'y touche plus, on utilise. Donc c'est ce qu'on a vu dans Teachable Machine. Il y avait trois phases. Il y avait une première phase qui était l'acquisition des données, mais après j'ai appuyé sur le bouton du milieu, la training, ça a fait une cinquantaine de passes. Donc ça c'était la phase d'entraînement, de réglage des boutons. Et après, il y avait la partie à droite, c'était l'inférence, c'est-à-dire au fur et à mesure que les images arrivaient,
eh bien, il faisait une prédiction, mais sans rien retoucher au niveau des réglages faits précédemment. Alors, comment se fait ce réglage des boutons? Donc, tout est résumé dans la phrase qui est ici, là. On va faire ce qu'on appelle un apprentissage supervisé en utilisant l'algorithme de backpropagation, autrement dit rétropropagation d'erreur. Voilà, c'est assez peu compréhensible comme ça. Donc je vais vous l'expliquer sur un schéma. Ceux qui sont curieux, j'espère qu'il y en a, je vous ai mis le lien en dessous où il y a tout le détail mathématique de ce qui est derrière. Je vous ai promis de ne pas faire de maths, donc on ne va pas rentrer dedans. Sachez juste que ça met en œuvre des dérivés partiels, une multiplication matrice, mais surtout dérivés partiels. Donc on va essayer de le faire comprendre le principe de l'algo, encore une fois sans maths et avec des dessins. Voilà, donc j'ai mon petit réseau au départ qui est avec les potentiomètres, là, les valeurs de poids complètement aléatoires. Et on est parti pour une phase d'entraînement. Donc la phase d'entraînement nécessite un jeu de données d'entraînement. Donc ici, par exemple, j'ai repris la porte OU, exclusif. Donc ça, c'est les entrées, et ça, c'est la sortie attendue. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, on prend la première donnée d'entraînement, donc on colle un 0 ici, on colle un 0 ici, et on fait l'application numérique avec les réglages actuels. On voit des boutons, des poids, donc ça va nous sortir une valeur. Voilà. Bon, alors au début, c'est complètement n'importe quoi. Donc ça, c'est ce que prédit, dans cet état-là, cet état-là du réseau, c'est ce que prédit le réseau. Il prédit une sortie de 0,3. Or, nous, on sait qu'il aurait dû trouver 0. C'est pas 0,3 qu'on veut, c'est 0. Donc, on va faire la différence entre la sortie attendue et la sortie prédite par le système. Ça va constituer l'erreur. D'accord? Et ce qu'on cherche, c'est à diminuer cette erreur, faire en sorte qu'elle soit égale à 0, idéalement. Et donc, cette erreur-là, on va s'en servir pour, dans un algorithme, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait compliqué, mais cet algorithme, au niveau va utiliser cette erreur pour modifier, retoucher les réglages de tous les petits boutons. Il ne va pas le faire n'importe comment, il va le faire, c'est là qu'intervient le terme rétro-propagation de l'erreur, c'est-à-dire on va propager l'erreur, mais depuis les couches finales vers les couches initiales. Donc on va commencer par modifier les poids, les réglages des petits boutons qui sont ici, et ensuite on modifiera les poids qui sont ici, et ensuite on remonte comme ça de couche en couche. Une fois que c'est fini pour l'exemple 1, parce que là on est focalisé sur l'exemple 1, une fois qu'on a fait ça, normalement on a des boutons qui sont dans une position telle que si on remet 0, 0, là cette fois-ci va nous prédire 0. Là j'aurai plus d'erreur. Sauf que ce n'est pas la seule donnée à prendre, il faut aussi apprendre les trois autres copies qui sont derrière. Donc là, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va reprendre cette fois-ci la deuxième donnée d'entraînement. Donc là, cette fois-ci, on va mettre 0 ici, on va mettre 1 ici, on envoie tous les calculs, ça va nous faire une certaine prédiction, et on va comparer cette prédiction par rapport à la valeur attendue, 1. Puis ça va nous générer une erreur, et qui va nous donner lieu à des retouches de boutons, etc. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'apprentissage supervisé, parce que à chaque fois, pour un couple de données d'entrée, j'ai la bonne réponse. Je sais ce que le système aurait dû prédire. Donc, sachant ce qu'il aurait dû prédire et sachant ce qu'il a prédit, je suis en capacité de calculer une erreur. D'accord? Puisque, encore une fois, je sais ce qu'il aurait dû le trouver. Donc, ça, c'est l'apprentissage supervisé. Et donc, on va faire ça pour tous les exemples. On voit bien qu'à chaque fois, les réglages faits à l'étage, enfin, pour l'exemple précédent, on les dérègle avec l'étage suivant. Mais à force de faire ça, et on va le faire plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va faire non seulement une première fois, on va faire le jeu de données, mais on va le refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, etc. Donc, à force de le faire, les réglages qui seront nécessaires seront de plus en plus petits, parce que l'erreur sera de plus en plus faible. Et donc, l'erreur va converger vers 0. Pas forcément être égale à 0, mais elle va converger vers 0, et on aura des réglages de plus en plus faibles à faire. Et après, on peut décider d'arrêter quand la somme des erreurs est en dessous d'un certain seuil, on estime que le système est suffisamment bien entraîné. Tout à l'heure, quand je vous ai montré la porte E ou la porte OU exclusif, vous avez vu qu'on n'obtenait pas des 0 et des 1 en sortie. On obtenait presque 0, on obtenait presque 1.
s'est fixé un seuil, on a dit, voilà, si c'est précis à moins d'1% d'erreur, on arrête. Donc voilà, ça c'est pour comment est-ce qu'on entraîne, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on règle les poids par apprentissage. Voilà, donc en gros, de tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que un même réseau de neurones, ça permet de résoudre des problèmes différents, c'est ce qu'on a vu avec la porte ou et la porte sort. Toute la connaissance d'un réseau de neurones, finalement, ça réside dans les poids. On a vu que la différence, encore une fois, entre les deux problèmes, c'est uniquement les poids qui étaient différents. On avait un même réseau, même topologie, mais des poids différents, et ça résolvait deux problèmes différents. Le réglage de ces poids, ça passe par l'entraînement. L'entraînement est basé sur une minimisation de la somme des erreurs entre le prédit et le réel. Et là, par contre, un truc qu'il faut noter sur ces technologies, c'est pas la solution forcément miracle pour tous les problèmes, c'est que c'est un coût. C'est-à-dire que l'entraînement, c'est une phase coûteuse. Pourquoi coûteuse? Parce qu'il va falloir produire beaucoup d'exemples. Alors, dans l'exemple que je vous ai montré, c'est pas le cas, puisque la table de vérité de la porte E, il n'y a que 4 entrées, enfin 4 couples d'entrées, donc là, c'est très simple. Par contre, le problème qui consiste à estimer le prix de vente d'une maison, on voit bien qu'on ne va pas se contenter de lui filer 3 maisons dont on connaît le prix, quoi. Il va falloir lui fournir beaucoup de maisons, quoi. Surtout si on veut prendre beaucoup de paramètres en entrée, pas simplement la taille de la maison, mais on estime qu'il y a plus de paramètres qui influent le prix, mais il va falloir fournir tout un jeu d'apprentissage. Donc ça, c'est coûteux. Alors c'est coûteux, pourquoi? Parce qu'il faut déjà les attraper, ces jeux d'apprentissage, et il va falloir aussi produire la sortie attendue. Parce que c'est l'apprentissage supervisé, il faut qu'on connaisse les sorties pour pouvoir calculer l'erreur. Donc par exemple, ce que j'ai appelé labelliser, c'est si vous voulez faire un système qui, par exemple, avec les iris, d'accord, on mesurait 4 caractéristiques, la longueur, largeur du pétale et des sépales, qu'il fallait prédire la classe correspondante des iris. Pour avoir le jeu de données, donc le jeu de données il comporte 150 iris, 50 de chaque catégorie, bien qu'il y a un botaniste qui s'est coltiné à non seulement mesurer les pétales et les sépales, mais surtout faire son travail de botaniste, c'est-à-dire que lui, il a la science, l'expertise pour pouvoir dire là, je suis face à un cétosane. Donc ça, cette constitution du jeu de données, c'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut être capable de pouvoir donner la valeur exacte que le système devrait trouver. Et ensuite, je vous ai dit, chaque fois qu'on passe les exemples en revue, ça dérègle les boutons, des réglages, ça dérègle les réglages faits par les étapes précédentes. Donc il va falloir le faire plein de fois pour finir par itérer, avoir une erreur la plus faible possible. Donc tout ça, ça fait que sur les très gros systèmes, je ne parle pas d'un malheureux réseau avec 5 neurones, mais sur des systèmes réels, l'entraînement, ça peut prendre des jours, voire des semaines, et pas sur un petit ordinateur répétitif comme celui-ci, mais sur des gros ordinateurs avec des dizaines, des milliers de cartes graphiques. Donc c'est, juste parce que je l'ai en tête, dans l'entraînement de ChatGPT, c'est 175 milliards de paramètres à régler. Chaque phase d'entraînement, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a des paramètres à régler. Donc, pour un réglage de paramètres donnés, on fait une phase d'entraînement, et puis après on retouche les paramètres, on refait une phase d'entraînement, puis après on garde le meilleur des deux modèles. Donc, pour chaque phase d'entraînement, ça va coûter 5 millions de dollars en énergie, en consommation de CPU. Donc, l'entraînement, c'est quelque chose de coûteux, voire très coûteux. Alors par contre, un truc qui est sympa, je m'adresse aux collègues, c'est que au niveau science, c'est que un réseau de neurones, on montre que ça peut approximer n'importe quel type de fonction. Donc ça veut dire que sur un système, vous auriez plein de données d'entrée, vous mesurez un système que vous n'avez pas modélisé au niveau mathématique, vous avez plein de données d'entrée et les sorties correspondantes, eh bien vous êtes capable d'entraîner un réseau de neurones pour simuler le fonctionnement de votre système, de se comporter comme votre système. Alors, ok, c'est bien beau, mais on a vu des exemples où il y avait juste que des
au niveau des entrées, ce n'est que les valeurs numériques de prix-vente d'une maison, enfin de caractéristiques d'une maison ou de longueur d'argent de pétales décimales. Maintenant, si en donnée d'entrée, je veux donner une image, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une image pour un ordinateur? Une image, c'est ce qui est à droite, là, c'est-à-dire c'est un tableau de chiffres, en vérité, ils sont tous à la queue leu, mais c'est des nombres qui varient entre 0 et 255 et qui vont représenter l'intensité de niveau de gris au niveau de l'image. Voilà, donc en fonction des nombres, on va les colorier différemment, et puis on obtient ce type d'image. Quand c'est une image couleur, il y a juste 3 plans, rouge, vert, bleu, donc c'est 3 fois plus de données. Voilà, donc si on essaie de donner ça directement à un réseau de neurones, c'est ce que j'ai ici. Voilà, donc là je peux use la faire. Voilà. Donc ça c'est mon image qui fait 28 pixels par 28 pixels qui a été digitalisé ici. Et c'est un réseau de neurones avec 2 couches de neurones. Donc, une première couche ici qui doit faire 300 neurones, je crois, une couche qui fait 100 neurones, et une couche qui fait 10 neurones, c'est la couche de sortie, puisque j'ai que 10 nombres, 10 classes possibles. Et on voit que là, j'ai une valeur de 1 et quelques en sortie, et j'ai une valeur moins 1 et quelques. C'est très très faible. Donc ça veut dire qu'il a reconnu que c'était un 3. Par contre, quand on fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour calculer le neurone sur lequel pointe la souris, eh bien, on va prendre en compte les données de chacun des pixels qui sont ici. Donc, comme il y en a 28 par 28, ça fait 744, si je me rappelle bien. Et donc, il y a 700, tous les petits fils que vous voyez, les 744 données qui vont passer à travers des poids. Et ces poids, il va falloir les apprendre. Donc là, il y en a 744 pour celui-là. Mais pour le copain à côté, il y en a aussi 744. Pour calculer le neurone qui est ici, on va utiliser les données qui proviennent des 300 neurones qui sont ici. 300 neurones, on va balancer leur sortie pour calculer celui qui est ici, etc. Donc, si on fait l'application numérique, eh bien, on voit qu'en tout, on va avoir 235 millions de paramètres à apprendre pour ce petit réseau de neurones. Alors je dis petit, pourquoi? Parce que là on traite des images qui font 28 par 28. Si on veut traiter des images beaucoup plus réalistes, ne serait-ce que des images qui feraient 1 mégapixel, 1 million, enfin 1000 par 1000, ça fait 1 mégapixel, eh bien là le réseau il explose complètement. Donc il va falloir trouver d'autres moyens de faire que de simplement envoyer la simple image dans un simple réseau de neurones comme ça. Alors, ce qu'on peut remarquer, par exemple, quand on a une image, c'est que tous les pixels ne sont pas forcément tous intéressants. C'est-à-dire entre ce pixel qui est noir, celui-là, et celui-là, et celui-là, voilà, ça n'apporte pas vraiment d'informations supplémentaires. Voilà, donc, on pourrait se passer d'un certain nombre de pixels, parce que, encore une fois, ils ne sont pas tous porteurs de sens. Et, par contre, il y a des pixels qui vont être intéressants. Ceux qui vont définir des bords ou des coins. Enfin, par exemple, les pixels qui sont ici, là, qui font la délimitation entre la veste de la personne et puis le ciel, ça c'est intéressant, ça permet de repérer le bord de l'image. Les pixels qui sont ici, pareil. Donc on peut, en vision par ordinateur, appliquer certains algorithmes pour pouvoir mettre en évidence certaines caractéristiques sur une image, comme encore une fois les bords d'un objet ou autre. Donc là c'est ce qui a été fait ici, et on voit que là il y a nettement moins de données à traiter si on se focalise que sur les données en que sur les pixels qui sont ici. Et ces pixels ils sont très importants, ils ont un sens pour plus que les pixels qui sont ici. Le problème, c'est que la vision par ordinateur, c'est encore une fois, c'est un humain qui, en fonction du problème à résoudre, va décider de quels sont les algorithmes, quels sont les traitements qu'il va devoir appliquer sur l'image. Donc, par exemple, ici, si on veut compter combien il y a de cellules sur cette de globules sur cette image, eh bien, on va essayer, par exemple, de repérer des bords d'objets, encore une fois, grâce au contraste entre les cellules et le reste, faire passer une transform des boucles pour repérer par rapport à tous ces bords, essayer de trouver les cercles qui passent au mieux par les bords. Et une fois qu'on a les cercles, on peut en déduire le centre, compter combien de cercles, la taille, etc. Par contre, si demain on change le problème, on dit bah, c'est plus des cellules comme ça rondes à trouver, mais c'est des allumettes, la transformer de boucle qui récupère des cercles, j'ai plus qu'à changer l'algorithme. Je suis obligé de tout reprogrammer.
Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est un système qui soit assez malin pour pouvoir lui-même extraire automatiquement, sans qu'on ait à nous, humains, intervenir, les caractéristiques de l'objet, les bords, des trucs comme ça, qui sont les plus pertinentes pour lui, pour pouvoir entraîner son réseau de neurones, pour qu'après, sur le réseau de neurones, si on lui donne les bonnes caractéristiques, il sera capable de faire les bonnes prédictions. Si vous prenez l'exemple de la vente de la maison, les bonnes caractéristiques, c'est la surface de la maison et c'est la surface du terrain, pour expliquer le prix. Par contre, si vous donnez la couleur des jardinières et puis le nombre de volets, je ne pense pas que ça soit une caractéristique pertinente pour expliquer en première approximation le prix de la maison. Voilà. Donc là, ce qu'on veut, c'est que le système se débrouille pour lui-même trouver les caractéristiques les plus pertinentes pour, par la suite, faire le mieux sa tâche de classification ou de régression. Alors pour ça, on va utiliser un outil qui existe depuis longtemps dans la vision par ordinateur, qu'on appelle la convolution. Donc là, le simple, c'est de vous montrer ça sur un petit exemple. Condition se tourne. Yes. Alors la convolution, c'est j'ai une image d'entrée à gauche, ça va me générer une image de sortie à droite, et pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un kernel ou un noyau, qui est une petite matrice, un petit tableau de chiffres. D'accord? Donc c'est un tableau en général carré et de rang impair, c'est-à-dire 3 par 3, 5 par 5, 7 par 7, etc. Donc voilà, donc mon kernel, qui est ce machin rouge là, que je suis en train de prober là, à gauche, voilà. Ça c'est mon kernel, et les valeurs du kernel, elles sont ici. C'est-à-dire il y a 0 pour la case en haut à gauche, moins 1 pour la case en haut au milieu, 0, voilà. Ça c'est les valeurs de mon kernel, qui est en dessous, là, à côté des multiples. Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que je fais à la main. C'est-à-dire qu'il va se promener comme ça le long d'une ligne, puis après il va descendre sur une ligne suivante, il va se repromener, et vous voyez qu'à chaque fois que je mets le kernel à un endroit, dans l'image de droite, il y a un petit carré qui correspond au pixel qui va être calculé grâce à la position de ce kernel. C'est-à-dire quand je pose le kernel ici, ça va me permettre de calculer le pixel qui se trouve ici sur l'image de droite. Alors comment va être calculé ce pixel? C'est très simple. On va prendre la valeur de chaque. On va appuyer sur le bouton. On va prendre le pixel. On va prendre, disais-je, le pixel qui se trouve ici, en haut à droite, et on va relever sa valeur. Je vous ai dit que les valeurs de pixels sont entre 0 et 255. Donc là, c'est un gris plutôt clair, donc 191. Et on va le multiplier par la valeur 0. Ensuite, on va lui ajouter l'intensité du pixel qui est ici, donc 104, c'est un gris un peu plus foncé, multiplié par moins 1, etc. D'accord? Donc, on fait ce calcul et on obtient une valeur qui vaut moins 41, et après on va normaliser ça entre 0 et 255, et ça nous permet de calculer le pixel que l'on voit ici. Et après, ensuite, on se décale d'un cran, on garde le même kernel, mais les valeurs de pixels ont été différentes, parce que je n'ai pas positionné le kernel au même endroit sur l'image, et ça me permet comme ça de calculer l'image correspondante. Si maintenant je change de kernel, pour la même image d'entrée, par exemple, j'obtiens une image de sortie différente. Donc on voit que l'image de sortie dépend bien sûr de l'image d'entrée, mais dépend aussi des valeurs que l'on met dans le kernel. Donc il y a différents kernels qui existent. Il y a M. Saubec en a créé quelques-uns, et puis il y en a d'autres. Et quand on fait de la vision par ordinateur, c'est nous, programmeurs, qui choisissons quel kernel on utilise pour générer tel type d'image. Alors, maintenant qu'on a compris comment fonctionnait l'algorithme de convolution, à quoi ça sert cet algorithme de convolution? Et bien, ça va nous servir à générer ce qu'on appelle des cartes de caractéristiques. Alors, je prends encore un petit exemple, toujours animalier. Donc, j'ai une image de souris, ici, et je vais me définir un kernel, voilà, avec donc un kernel de 7 par 7, avec des 0 partout, sauf des 1 ici, que j'ai en évidence en mettant des coloriés en blanc. Donc, en gros, ce sera un petit peu ce dessin-là. D'accord? Et maintenant, ce kernel-là, qui est ici, je vais m'amuser à le promener sur l'image pour générer une image de destination. Alors, l'image destination, pour l'instant, elle est toute noire, d'accord? On a tout initialisé à 0. Et
on va promener notre kernel un peu partout. Alors on va se focaliser juste à deux endroits, par exemple. Ah oui, alors pardon, ce que j'ai pas dit, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est un détecteur de dos de souris. Donc, quand je place le kernel ici, donc ça c'est les valeurs de mon kernel, hein, c'est cette matrice-là, on recopie ici. Par contre là, ça c'est ce que l'on repère sur l'image, les pixels qui sont sur l'image. Donc on voit que j'ai des 255 ici parce que c'est blanc, puis le reste est tout noir. Et quand je fais l'opération de convolution entre les deux images, voilà, quand je fais la convolution, eh bien, si je prends par exemple cette valeur-là, elle va se retrouver être multipliée par 1, celle-ci va être multipliée par 1, etc. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, la convolution entre cette fraction d'image et le kernel positionné sur cette fraction d'image, ça va donner une valeur qui, après normalisation, me donne une valeur saturée, 255. Donc à cet endroit-là, cet endroit de l'image, ici en haut à gauche, je vais coller un 255, un blanc. Si par contre je colle le kernel ici, c'est toujours mon kernel, ça c'est ça c'est l'oreille de la souris, et ça c'est son museau, et puis ça c'est son œil. Et bien, si je me mets ici, on voit que chaque fois qu'il y a un 1 ici, bah, ça tombe, c'est multiplié par un 0, et chaque fois qu'il y a un 255, il est multiplié par un 0. Donc quand on fait l'application numérique, on trouve 0, et donc ça veut dire que ici, à peu près par là, on va coller un 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, je me suis fait ici, là, ça, cette image, là c'est une carte de la caractéristique dos de souris. C'est-à-dire partout où j'ai trouvé un dos de souris, j'ai 255. Partout où c'est pas un dos de souris, j'ai 0. Alors ça serait pas aussi binaire que ça serait, on aura un continuum entre les deux, mais je veux dire, plus c'est proche de 255, plus ça veut dire que il y a une forte chance que ce soit un dos de souris. Et plus c'est proche de 0, plus ça veut dire qu'il y a très forte chance que ce ne soit pas un dos de souris. Alors maintenant, continuons avec les animaux. Imaginons qu'on ait fait 4 kernels. Un qui va permettre de détecter des cornes, un qui va permettre de détecter des pattes, des becs ou des ailes. Là, j'envoie mon premier candidat, ma première image. Et donc là, en appliquant l'algorithme de convolution, puisque j'ai 4 kernels, je les applique sur la même image, ça va générer 4 images différentes. Et donc voilà, alors c'est en vidéo inverse, on peut dire. Donc ça veut dire qu'il a détecté sur cette image initiale le détecteur de cornes, il a détecté la probabilité qu'il y ait une corne ici et ici très forte, et puis ailleurs, on n'a pas trouvé. Pour les pattes, on a trouvé ici, et puis le bec et les ailes, on n'a pas trouvé. Et donc, idéalement, ce qu'on va pouvoir faire par la suite, c'est entraîner un système, une IA, à qui on va donner à manger ces cartes de caractéristiques, d'accord, on va l'entraîner pour que quand il voit des caractéristiques comme ça, il me dise vache. Alors que si je lui mets un oiseau, ça sera des caractéristiques différentes, et donc là, cette fois-ci, on verra qu'il dise oiseau. D'accord? Donc voilà, donc ce qu'on cherche, c'est à faire ces fameuses cartes de caractéristiques pour pouvoir entraîner notre système d'IA par la suite. Alors ça, c'est un premier outil qu'on vient de voir, la convolution. On va voir juste après comment on s'en sert. J'ai besoin d'un deuxième outil qui va me permettre de réduire la taille des images. Parce qu'encore une fois, on va lui donner des vraies images, pas 28 par 28, mais des images qui vont faire quelques mégapixels. Et on ne veut surtout pas se traîner tout ça, parce que ça va nous faire énormément de coefficients à prendre, énormément de paramètres à prendre, donc ça va ralentir une très grande consommation de mémoire, une très très grande consommation de temps CPU pour calculer tout ça. Donc on veut diminuer, et on veut diminuer intelligemment, c'est-à-dire qu'on veut diminuer les images générées, mais on veut les diminuer sans perdre d'informations importantes. On veut en gros dégager tout ce qui ne sert à rien et ne garder que ce qui sert à quelque chose. Voilà, on veut diminuer sans perte d'informations. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va appliquer un algorithme qu'on appelle le pooling, le regroupement en français. On a par exemple, j'ai une image qui fait 4 par 4, donc 16 pixels. On va la réduire à une image de 2 par 2, donc 4 pixels. Donc on réduit d'un facteur 4. Comment on va faire? Eh bien, on va prendre les 4 pixels qui sont ici, on va regarder quel est le plus grand des 4. Parce que le plus grand, c'est celui qui contient l'information la plus importante, quoi. Typiquement, 255, j'ai détecté un dos de souris. C'est cette information qu'on veut garder. Les autres qui disent, j'ai rien détecté, on s'en fout, quoi. Et donc, on va garder le maximum, puis on le reporte ici.
Et ensuite, on prend le maximum qui est ici, la touch, le 6, on est ici, le maximum qui est ici, etc. D'accord? Donc, quelque part, on part du principe que sur une image, là, l'image à très haute résolution, puis là, l'image à résolution moitié, moindre, eh bien, le fait qu'on ait repéré un bec en haut à gauche exactement à ce pixel-là, bah, ce qui est intéressant, c'est de dire sur l'image résultante, plus simple, ce qui m'intéresse, c'est de mémoriser que j'avais repéré un bec en haut à gauche. Après, qu'il soit exactement localisé là, c'est pas forcément très intéressant pour la classification. Par contre, on a perdu beaucoup de pixels inutiles. Donc, voilà, sur cette première phase, puis après on va voir comment est-ce qu'on met ça ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir d'une image initiale et des différents noyaux, on peut produire différentes, on va pouvoir produire différentes images. D'accord? C'est ce qu'on a vu avec l'exemple de la vache et de l'oiseau. J'ai 4 noyaux, bah, je peux produire 4 images différentes. Si on choisit bien les noyaux, on peut faire ce qu'on appelle des cartes de caractéristiques. D'accord? Et ces caractéristiques-là, bah, le but, c'est que ça nous aide à distinguer entre les différentes classes. C'est-à-dire qu'avec des cartes de caractéristiques de présence de cornes, de pattes, de bec, etc., je vais pouvoir être capable de distinguer les différents objets. Voilà, sauf que vous avez vu que les noyaux, c'est des sortes de petits tableaux, des matrices avec des nombres, et puis comment est-ce que je choisis ces nombres? L'idée, c'est de laisser le système se débrouiller pour les calculer lui-même. Donc là, encore une fois, on va se baser sur l'apprentissage, et le seul truc qu'on va faire, nous, ingénieurs, qui utilisons le deep learning, c'est qu'on va dire au système, bon, bah, tu as le droit à, par exemple, 4 kernels, c'est des noyaux qui font, par exemple, 5 par 5, 25 nombres à déterminer par noyau. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme nombre, comme valeur? Je te laisse te débrouiller, je te laisse les calculer. Et donc, ça va être à partir de l'apprentissage, toujours pareil, grâce au mécanisme de rétropropagation d'erreur, qui va ajuster finement les valeurs aussi de ces noyaux. Alors, si on fait de la classification, maintenant on va revenir sur notre problème de classification, maintenant qu'on a tous les outils. Qu'est-ce qu'on faisait d'habitude quand on voulait faire de la classification? Il y avait encore une fois un botaniste qui analyse le problème, qui dit tiens, ça serait pertinent de faire un système qui, pour une image donnée, soit capable d'extraire les dimensions des pétales et des sépales en largeur et en hauteur. Et on code, donc il y a d'abord un botaniste qui intervient pour déterminer les caractéristiques intéressantes. Ensuite, il y a un informaticien qui va faire de la vision d'ordinateur pour, à partir d'une image, extraire les informations correspondantes. Et une fois qu'on a les bonnes infos, on sera capable de balancer ça à un réseau de neurones. Par contre, ça fait intervenir deux personnes pour pouvoir mettre, à partir d'une image, déterminer les bonnes caractéristiques. Voilà, pour entraîner un réseau de neurones qui fera la classification. Nous, ce que l'on veut, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est le système que j'ai mis en mauve, là, qui remplace finalement tout ça. C'est-à-dire qu'il va prendre une image en entrée, qui va me générer, là j'avais un vecteur de 4 nombres qui avait un sens, c'est-à-dire avec largeur et longueur de pétales et de sépales, ça avait un sens pour un botaniste, même pour un humain. Là, ça va générer un vecteur de nombres qui, pour nous, quand on va les regarder, ces nombres ne veulent rien dire, mais par contre, pour le système, vont lui permettre d'entraîner son réseau de neurones pour faire au mieux la classification. Donc, quelque part, le système qu'on va mettre en œuvre ici, qui est constitué des fameux étages qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire la partie convolution. Je vais dire ici, tu as le droit, par exemple, à 5 filtres de convolution. Tu as le droit à faire 5 convolutions. Ça génère des images, après il fait un coup de poulie pour réduire, après il refait de la convolution, il refait du poulie, etc. Et donc, à la fin, l'espèce d'ensemble d'images qui sont ici va tout mettre à plat, et ça, c'est les caractéristiques que l'on va envoyer par notre réseau de neurones. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que une fois que j'ai dessiné l'architecture de ce que je voulais, tous les coefficients qui sont dans les différents kernels, et les coefficients qui sont dans le réseau de neurones, tout ça, ça va être appris automatiquement par le système. Voilà, donc là, il n'y a pas d'intervention humaine, tout est fait par apprentissage. Alors, si on regarde maintenant à quoi ça ressemble, un exemple comme ça, donc toujours sur le même exemple
mais cette fois-ci, c'est plus que du réseau de neurones, mais c'est aussi la partie convolution. Donc tout à l'heure, on n'avait que ces deux lignes-là, plus complexes, il y avait 300 neurones ici, alors qu'il y avait une centaine, je crois. Donc là, on a toujours la partie réseau de neurones. D'accord, on a toujours la partie réseau de neurones à la fin, mais avant, on a la partie convolution. Et là, la partie convolution, elle est ici. Donc là, j'ai 6 convolutions, donc ça me génère 6 images. Là, c'est le pooling. Vous voyez que par rapport à cette image-là, c'est la même, mais réduite d'un facteur 2 dans les 2 dimensions. Là, de nouveau, à partir de ces images-là, je vais faire du pooling, de la convolution, pardon. Donc là, autant ici, on continue à reconnaître le chiffre 3, à peu près, autant ici, ce qui a été calculé par le système, pour nous, quand on les visualise, même sous forme d'image, c'est absolument pas parlant. Par contre, donc la convolution, après, il va faire un petit coup de poulie, et après, il va mettre à plat toutes ces données-là. Donc, ça veut dire que quand il va calculer la valeur qui va rentrer dans ce premier neurone-là, eh bien, il va aller attraper les données de toute la dernière couche de pooling-là, il va choper toutes ces données-là. Donc, tous les petits traits bleus, encore une fois, c'est des coefficients qu'il va falloir apprendre au niveau du système. Là aussi, c'est des coefficients à apprendre, mais là, il y en a beaucoup moins. Voilà, et à la fin, ça continue à faire une prédiction qui n'est pas trop mauvaise. Là, si je montre, voilà, cette fois-ci, il faut prédire bien un 8 à la place d'un 3. Ok, donc ça, voilà, on a vu maintenant. On a deux parties, un réseau de neurones qui va être entraîné à partir de caractéristiques générées par des étages de convolution coulombique. Voilà, bon, un petit résumé. Un CNN, on appelle ça des convolution neural network, donc des réseaux de neurones convolutifs, donc qui utilisent l'algorithme de convolution. Il y a deux parties. Une première partie, il y a un ensemble de couches de convolution pooling, on en met plusieurs à la suite de l'autre, et ça génère à la fin un vecteur de caractéristiques. Et ensuite, ce vecteur de caractéristiques, c'est des caractéristiques qui vont servir de point d'entrée au réseau de neurones qui suit, et qui va faire une classification. Et voilà, et alors donc, le réseau de neurones et les noyaux de convolution, tout ça c'est appris par l'apprentissage. Alors maintenant, dernière partie, comment fonctionne Teachable Machine? C'est à peu près pareil, c'est-à-dire on va se baser sur un réseau de neurones qu'on appelle un mobile net, pour que ça tienne sur un mobile, sur un téléphone mobile, sur un truc, quelques millions de paramètres. Et donc on reconnaît les deux parties, là, la partie convolution pooling, et on reconnaît la partie qui est derrière des réseaux de neurones, et après ça fait la classification. Alors, il se trouve que ce réseau-là, qu'on va utiliser pour Teachable Machine, il a été entraîné avec une banque d'images qu'on appelle ImageNet. Et ImageNet, c'est 14 millions d'images qui ont été annotées par des humains dans, je crois qu'il y a de l'ordre de 32 000 catégories. Donc la catégorie, c'est, il y a toutes les races de chiens, par exemple, enfin tout un tas d'animaux, il y a tout un tas de plantes, de végétaux, etc. Mais il y a aussi tout un tas d'objets, des hélicoptères, des marteaux-piqueurs, des moteurs de course, voilà. Il y a un peu tout ce qu'on peut rencontrer. Donc concrètement, ça veut dire que le système qui, à partir de cette banque de 14 millions d'images et des 32 000 catégories, est capable de classer plus ou moins bien, et plutôt plus que moins, parce que maintenant ça classe mieux que des humains. Donc, qui est capable de classer des images et qui a été capable de produire des caractéristiques aussi, ici qui sont suffisamment discriminantes pour permettre, pour une image donnée, de la ranger dans la bonne catégorie parmi les 32 000 qui sont ici. Et donc, ces caractéristiques, c'est quoi? Il va y avoir 1000 caractéristiques, là, ce petit vecteur là, il représente 1000 nombres, voilà, donc ils sont étalés ici de 0 à 1000, et c'est des nombres qui varient entre moins quelque chose et plus quelque chose. Donc voici une petite représentation graphique de la caractéristique, enfin plutôt des 8 caractéristiques d'une image. Et donc on peut voir ce vecteur de 8 caractéristiques comme une espèce de code ADN, de signature de l'image. C'est propre à chaque image. Et donc, on a une espèce de moyen d'encoder l'image. C'est-à-dire que pour une image donnée, on va le passer dans MobileNet. La partie qui est ici, on s'en moque, d'accord, on la coupe, on
ne veut pas. On veut juste la partie qui va jusqu'au bout, la partie convolution commune, qui nous génère des 1000 caractéristiques. Donc, pour une image donnée, on récupère son vecteur, sa caractéristique là, de 1000 nombres. Comment est-ce qu'on va utiliser ça? Eh bien, là, si par exemple, on prend ces deux images-là, voici leur signature quelque part, leur encodage, et ça, ici, c'est l'encodage pour les deux images de banane. Alors, on voit qu'ils sont différentes, ces valeurs-là, d'accord? Enfin, les quatre sont différents, mais on peut remarquer quand même que, par exemple, les deux images de chien, il y a cette partie-là qui ressemble. Voilà, on voit que ces deux signatures-là se ressemblent, et les deux signatures qui sont ici se ressemblent. Donc, ce qu'on a envie de dire, c'est que des images qui ont des caractéristiques, des encodages à peu près identiques, eh bien, ils font partie de la même catégorie. Les bananes se ressemblent, et puis les chiens se ressemblent. Par contre, comment est-ce qu'on va mesurer la similitude entre deux encodages? Donc là, on va faire intervenir une métrique qu'on appelle une distance cosinus. Encore une fois, je vous montre sur un petit exemple simple. J'ai deux fleurs. Alors, je suis moins doué pour le dessin que Simona, donc imaginez que c'est des fleurs. Voilà, donc j'ai deux fleurs, et puis je vais mesurer au niveau des pétales la longueur des pétales, et puis la hauteur des pétales. Je reporte ça sur ce graphe. Donc là, comme ici, la hauteur de ce pétale est à peu près la même que la longueur de ce pétale, et que c'est des grandes valeurs, on obtient voilà, le point ici, pratiquement des mêmes valeurs, donc à peu près à 45 degrés. Par contre, la petite fleur qui est ici, bah, cette fois-ci, la longueur est plus petite, 2 fois plus petite qu'on peut classer ici, et en plus, la largeur est vraiment toute petite. Là, cette fois-ci, on a ce point-là. D'accord? Pas très compliqué à atteindre. Maintenant, j'introduis une troisième plante, et je voudrais me dire, bah, cette plante-là, cette fleur-là, est-ce que c'est une fleur de type A ou est-ce que c'est une fleur de type B? Donc, si on fait les mêmes mesures, j'obtiens la fleur qui est ici, la fleur C. Si je me contentais de faire une mesure avec la distance qu'on appelle euclidienne, la distance normale, qu'on utilise tous les jours, on voit que le point C est plus proche du point A que du point B. Donc on pourrait être tenté de dire que la fleur C, c'est comme la fleur A. Elle fait partie de la même famille. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. La fleur C, c'est ni plus ni moins que la fleur B qui a grossi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'utiliser la distance euclidienne, on va prendre des mesures, cette fois-ci angulaires, et mesurer l'angle entre B et C, et l'angle entre A et C. Et voir que cet angle-là est plus petit que celui-ci. Donc ça veut dire que, pour la distance cosinus, la fleur C est plus proche de la fleur B que de la fleur A. Donc on va la ranger dans cette famille. En gros, la distance cosinus, ils sont en mode de la position des points dans l'espace, qui implique, ce qui est important, pardon, c'est la direction. Donc ça veut dire que la fleur B et la fleur C sont à peu près dans la même direction, alors que la fleur A et la fleur C ne sont pas dans les mêmes directions. Donc ils ne sont pas dans la même catégorie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour classifier l'image avec Teachable Machine? Premièrement, on prend un grand ensemble d'images, ce que j'ai pris au début. Pour chacune de ces images, on les envoie dans MobileNet, on récupère leur vecteur de dimension 1000, donc ça me fait des points. Ici, là, par exemple, les deux chiens qui sont ici, les deux bananes sont ici. Alors, c'est pas évident à dessiner et à se représenter, c'est des points dans un espace de dimension 1000. D'accord? Des 1000 coordonnées, donc c'est des points dans un espace de dimension 1000. Maintenant que ça c'est fait, ça c'est un peu la phase d'apprentissage, maintenant que je veux faire la classification, je prends une image, celle qui est ici, je calcule de nouveau, grâce à MobileNet, son vecteur de 1000 caractéristiques, ça me donne de nouveau un point, qui est ici, et je vais regarder, grâce à la distance cosinus, je vais tester par rapport à tous les autres points que j'ai déjà, qui correspondent à toutes les autres images que j'ai déjà enregistrées, et je vais regarder dans ceux pour lesquels il est dans la même direction. On voit qu'il est dans la même direction que les deux bananes, par contre, il est dans la direction opposée des deux chiens. Donc on va le classer comme étant une banane. C'est comme ça que fonctionne Teachable Machine. Voilà, courage, il reste plus de transparent. Alors, petit résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'un réseau de neurones, c'est un système qui va permettre, à partir de données d'entrée qui sont des nombres, des caractéristiques, longueur, largeur des pétales sépales ou
des caractéristiques un peu plus tordues qui vont être produites par la tâche de convolution, mais des caractéristiques des nombres. À partir de ce vecteur de nombres, on va entraîner le système pour prédire des sorties. Si on n'a pas des caractéristiques sous la main, parce qu'on a un système trop complexe comme une image ou un son en entrée, eh bien, on va le faire passer dans un étage de convolution plus pooling, dont le rôle va être de nous générer justement ce vecteur de caractéristiques, qui après alimentera le réseau de neurones. Et donc, pour entraîner ça et ça, eh bien, on va utiliser un grand ensemble d'images pour pouvoir régler tous les coefficients qui sont là-dessus. Et après, voilà, il ne reste plus qu'à faire l'inférence, c'est-à-dire une fois que c'est entraîné, je donne une image, blablabla, ça fait une prédiction, et ça me prédit dans quelle catégorie cet animal-là a le plus de chances d'être. Le système Teachable Machine, là j'ai mon système MobileNet dans lequel j'ai tronqué toute la partie réseau de neurones, ça je l'ai viré. Je me contente uniquement de récupérer le vecteur qui, pour une image, qui à une image correspond les 1000 valeurs de cette image. Voilà, donc j'obtiens un truc comme ça pour tous les points, toutes les images que je lui donne à entraîner. Et ensuite, quand je lui soumets, lors de la reconnaissance, une nouvelle image, là encore une fois on calcule les lignes caractéristiques, ça donne un nouveau point, et puis on va calculer grâce à la distance cosinus de quel groupe d'images il est le plus proche. Voilà, donc en résumé, grâce à tout ce qui est deep learning, apprentissage, etc., il n'y a pas besoin d'intervention humaine, c'est le système qui se débrouille grâce à l'entraînement, par contre, encore une fois, qui est assez coûteux au niveau de la machine, qui se débrouille pour pouvoir s'adapter à un problème. Voilà, donc petit transparent sur la bibliographie, j'ai oublié d'amener j'ai le bouquin ici qui est dans mon bureau, donc, qui a été acheté par l'ICAM, donc s'il y en a qui s'intéressent, pas de problème, je peux le prêter. C'est un bouquin qui, alors pas que sur l'IA, mais sur tous les logiciels qui interviennent dans la vie de tous les jours pour pouvoir prendre des décisions en matière de justice, en matière d'éducation, en matière de prêt bancaire, en matière de tout un tas de trucs au niveau de la vie de tous les jours. Et voilà, c'est très intéressant, c'est pas du tout technique, je vous en conseille très fortement la lecture. Sinon, donc j'ai bien, il y a 7 vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Sciences Étonnantes. Donc, voilà, donc il a été primé il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, par reçu la médaille d'or du CNRS au niveau de la vulgarisation. Et donc il a fait des chaînes, enfin il a fait des. Il parle un peu de tout au niveau sciences, mais il y en a 7 concernant l'IA, et à chaque fois c'est vraiment des petits bijoux, c'est super bien expliqué. Donc je vous conseille ça. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis preneur, enfin, on va passer des questions, mais si vous avez des remarques qui permettraient de faire évoluer le transparent, des trucs qui n'étaient pas très clairs, etc., n'hésitez pas, voici mon adresse email. Et c'est fini. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, oui, mais j'ai un peu débordé. Très technique également. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question concernant l'algorithme de génération des caractéristiques, donc la convolution plus le pooling. Est-ce qu'il y a des limites dans cet algorithme-là? Parce que plus on fait de convolution et de pooling, plus on peut perdre de données. Donc, est-ce qu'il y a une limite à cet algorithme? Alors, non, que je sache, non. Par contre, après, on va enchaîner c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2-3 couches que j'ai présentées ici, parce qu'il faut que ça rentre sur le dessin. Mais il va y avoir des algorithmes, par exemple ResNet, des réseaux de neurones qui portent des petits noms. Là, je vous ai montré MobileNet, mais il y en a d'autres. Donc il y a par exemple ResNet 150, c'est parce qu'il y a 150 couches. Donc il y a plein de couches de convolution, de pooling, etc. Donc
et à chaque fois, ça permet d'extraire des caractéristiques de plus en plus abstraites. Là, on a déjà vu que sur l'exemple très simple avec les chiffres que j'ai montrés, le premier niveau, on arrive à reconnaître les trois. Quand on passe au niveau juste après, ça devient pour nous, humains, un peu du n'importe quoi. Et plus on remonte, plus c'est n'importe quoi. Pour nous, c'est pas des caractéristiques sur lesquelles on peut rattacher quelque chose de concret, de réel, comme un nombre de pattes sur des animaux. Si on devait reconnaître entre des chiens et des chats, on essaierait de se raccrocher sur des caractéristiques qu'on pourrait nommer, alors que lui, c'est pas du tout ce qu'il va faire. Il va se raccrocher sur des caractéristiques qu'il va calculer, mais qui sont les plus pertinentes pour pouvoir discriminer entre les images. Donc après, il n'y a pas de limite en termes de couches, si ce n'est plus on met, plus il y a de paramètres à apprendre, et plus les consommateurs en temps d'apprentissage, en temps de calcul. C'est vous. D'autres questions? Une question qui concerne la topologie. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'impact direct sur la topologie par rapport aux entrées, et seul l'entraînement, seul le poids des nœuds est important. Du coup, il existe des topologies standards qu'on utilise toujours, ou comment on choisit une topologie pour un réseau de neurones? Alors là, c'est une bonne question, c'est complètement au hasard. Enfin, pas au hasard, mais je veux dire, non, malheureusement, donc il y a toutes ces techniques d'apprentissage, ça reste encore très empirique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une formule qui permettrait de dire voilà, j'ai telle dimension d'image en entrée, j'ai tant de catégories à reconnaître, donc voici la topologie qui va bien. C'est pas le cas. Et voire même pour j'ai passé sous silence pas mal de choses, mais je veux dire au niveau des algorithmes, il y a ce qu'on appelle des hyperparamètres, c'est-à-dire des paramètres qui interviennent dans le fonctionnement des réseaux de deep learning de neurones, comme le taux d'apprentissage, des choses comme ça, qu'il va falloir ajuster. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé, quand j'ai mentionné l'entraînement de ChatGPT, j'ai dit qu'un entraînement, ça leur coûtait 5 millions de dollars, mais des entraînements, ils en font plusieurs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on prend une valeur d'hyperparamètre, un peu, je dirais pas c'est pas complètement hasard, mais on a des fourchettes à peu près, mais il n'y a rien qui permet de calculer de façon formelle, dire tel problème, voici la valeur du learning rate. Là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va échantillonner le problème en faisant un test avec un learning rate de 0,1, de 0,01, et voilà, et on teste. Et après, on va avoir des métriques au niveau des différents modèles qu'on va obtenir pour pouvoir les comparer les uns par rapport aux autres. Et dire, celui avec le learning rate de 0,1, j'abandonne parce qu'il est moins bon que celui avec le learning rate de 0,01. Mais il n'y a pas vraiment, alors ça c'est pour le réglage des hyperparamètres, mais le réglage des topologies, c'est pareil. Combien je mets de couches cachées, combien je mets de neurones par couche cachée. Là, encore une fois, on intuite que si c'est pour faire une porte et, on ne va pas coller 150 couches cachées dedans, ça ne sert à rien. Par contre, à contrario, si on veut apprendre à discriminer des chiens et des chats sur des images, on voit bien que la topologie va être un peu plus complexe que simplement deux malheureuses couches de neurones. Mais voilà, faut se baser sur les papiers, sur les articles faits par des chercheurs qui ont mis au point certaines topologies, donc qui portent des noms, ResNet, MobileNet, etc., GoogleNet ou autres, et puis on va tester, puis après on va regarder dans les articles en question les réglages qu'ils préconisent et les cas d'usage qu'ils préconisent. Magnifique. J'ai une question. Ouais, l'aspect boîte noire et l'explicabilité, le problème de l'explicabilité, ça vient du fait qu'on a plein de chiffres, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça vient du fait, je ne sais pas, nous les humains, on doit absolument mettre en relation des formes avec les formes de cours. Ça vient d'où cet aspect de boîte noire? C'est bien quand tu prends un truc comme ChatGPT où il y a 175 milliards de paramètres, et on ne peut pas suivre les calculs qui sont faits dedans.
Alors là, c'est un cas extrême, mais je veux dire, quand on prend n'importe quel. À moins le petit réseau qu'on a vu tout à l'heure, je veux dire, des réseaux un tant soit peu réalistes. Je vous ai montré juste l'image 28 par 28 dans le cas réseau de neurones, ça donnait, si je me rappelle bien, genre de 235 millions de paramètres. Il est évident qu'on ne peut plus comprendre, suivre le calcul qui est fait. Et c'est des calculs. Il va calculer des caractéristiques qui, encore une fois, vont lui permettre au mieux de résoudre le problème par la suite. Mais ces caractéristiques-là ne font pas sens pour nous. Par exemple, si on prend l'exemple de l'achat immobilier, peut-être qu'une caractéristique vachement importante, enfin, qui fait le prix, ça serait 3 fois la surface du terrain, plus racine cubique de double, je sais pas, un truc fois la surface de l'appartement, plus on obtient un nombre, et peut-être que ce nombre-là, s'il a telle valeur, il suffit de multiplier par 12 000, et puis on obtient le vrai prix de vente. Et ce nombre-là, qu'est-ce qu'il signifie pour nous? Rien. Mais par contre, pour lui, c'est un nombre qui, s'il est capable de le calculer, lui permettra de faire l'estimation au mieux du prix de vente de maison, ou la classification pour les plantes. Donc il va calculer des valeurs, soit sous forme de carte de caractéristiques ou autre, mais toutes ces valeurs qu'il va calculer, on n'est pas capable quand ça rentre bien dans les couches, quand c'est suffisamment profond, on n'est pas capable de rattacher ça à quelque chose qu'on puisse interpréter. Quand on a vu les petites images que j'ai montrées précédemment, là, je ne sais plus où est-ce que c'est. Les petites images qu'il y avait ici, là, ces images-là, on ne sait pas trop ce que ça représente. Pourtant, c'est des nombres qui. On n'est plus. Ces petites images-là, ici, pour nous, ça représente rien. Par contre, pour lui, c'est des nombres qui vont lui permettre d'accomplir au mieux sa tâche. Et surtout, voilà, ça peut être l'occasion de montrer. Après, du coup, le travail que font les chercheurs, ils cherchent à monter, expliquer les autres neurones, c'est une grosse perdue. Ah non, alors. Comment on peut s'en sortir? Alors, déjà, il y a un truc, alors je vais essayer de vous trouver ça. Ce que je vais montrer, c'est le fait. J'essaie de retrouver un exemple où. Un exemple où ça introduit un biais et comment est-ce qu'on peut détecter le biais. Ça montre deux choses. Je vais trouver ça. Donc là, dans ce système-là, on a entraîné un réseau, beaucoup plus complexe que ça, un réseau pour distinguer des huskies et puis des gnous. Donc, quand ils ont fait le test, ça marchait plutôt pas mal sur les données d'entraînement, et puis après, ils se sont amusés à mettre une nouvelle image que le système n'avait pas encore vue. Voilà, ce système-là, donc ça c'est un husky, et le système a prédit que c'était un gnou. Donc, pour chercher la cause de l'erreur, il existe des logiciels, des solutions qui ont été développées par des chercheurs qui vont permettre de montrer sur l'image quels sont les pixels qui sont le plus intervenus, qui ont le plus de poids dans la décision finale. Et donc si on fait ça, eh bien, voici ce que l'on voit. On voit que pour décider que c'était un gnou ou un husky, il s'est basé sur les pixels qui étaient ici. Alors nous, on se serait plutôt basé sur les oreilles, sur les museaux ou autres, mais là, il s'est basé là-dessus.
Et pourquoi? Tout simplement parce que dans les données d'entrée, tous les loups, toutes les photos de loups qui ont été vues, c'était des photos où le loup était sur de la neige. Alors que les huskies, des fois il y en a qui étaient sur de la neige, mais d'autres fois il y en a qui étaient sur l'herbe ou sur le canapé, n'importe, enfin, dans des environnements différents. Donc le système, il ne cherche pas à tricher, il cherche à optimiser sa fonction de minimiser les erreurs. Et pour minimiser les erreurs, eh bien, c'était le plus pertinent, c'était de se focaliser sur ces pixels-là, qui correspondent à la neige. Parce qu'il avait remarqué, mais il n'a pas été intelligent, il n'a pas dit tiens, il y a de la neige partout. Il a vu que les pixels blancs, c'était ce qui lui permettait de mieux discriminer entre les loups et puis les huskies. Donc là, on a un petit outil pour suivre a posteriori le raisonnement qui a été suivi, c'est-à-dire dire montre-moi les pixels qui sont le plus intervenus dans la décision finale. Et donc ça permet de corriger des données biaisées. Donc là, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? On va lui fournir des images de loups dans un environnement autre que la neige. Donc ça, cette fois-ci, la neige inhibée. Et les données ne sont pas biaisées. Mais voilà, donc ça lève un petit peu le voile sur la boîte noire, mais il n'empêche que la grosse complexité, comme il a fait pour calculer ça, etc., il y a tellement de calculs que ça reste encore compliqué. Mais après, il ne faut pas désespérer. À un moment donné, il faut bien voir que tout ce dont j'ai parlé là, ça fait même pas 10 ans. Quoi. Quand on voit les progrès monstrueux qui ont été faits en même pas 10 ans, encore 10 ans de plus, et puis vous voyez, on aura peut-être une réponse différente à tes questions. Merci Philippe pour cette présentation. J'ai une question. Du coup, par rapport à cette présentation, j'ai envie de dire que toutes les techniques de traitement d'images classiques sont vouées à disparaître. Alors, je dirais pas ça, je dirais si tu dois faire quelque chose de simple, compter les cellules, par exemple, à la transcendance de Hooke, va bien. Et c'est pas la peine de déclencher la grosse artillerie pour un problème qu'on sait résoudre simplement. Parce que il y a deux aspects calculatoires assez forts au niveau d'IA. Il y a l'entraînement, donc ça, l'entraînement, on peut dire que c'est fait une fois pour toutes, c'est fait offline, etc. Et après, il y a la partie inférence, c'est-à-dire maintenant, j'ai mon réseau qui fonctionne, je le mets en production. Donc j'ai branché une caméra et puis ça chope chaque image et ça la traite. Et bien on voit bien que si le traitement à faire, ça consiste à passer dans 150 couches de réseau de neurones, à faire tous les calculs qui vont bien, qui sont moins coûteux que pour l'entraînement, mais qui restent quand même plein de multiplications de matrices, etc. Donc c'est pour lequel on a besoin de cartes GPU. Si c'est pour faire une tâche relativement simple sur laquelle on peut, par vision d'algorithme, par vision par ordinateur, avoir une solution qui marche pas trop mal, c'est dommage de partir sur une solution de diplôme. Il faut le réserver pour des cas où voilà, des trucs trop tordus, comme reconnaître un chien d'un chat. Ça, c'est vrai qu'on ne savait pas faire avant. Et en 2013, quand il y a eu la compétition ImageNet qui consistait à reconnaître des images, quand il y a une équipe canadienne qui s'est pointée avec le premier algorithme de CNN, ils ont complètement explosé les autres sur cette tâche qui est très très compliquée. Encore une fois, il faut réserver ça pour du compliqué. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions pour terminer cette soirée très intelligente, très artificielle. Bon, merci Ahmad, merci Ahmad pour toute cette préparation de tout ça, parce que ça n'a pas été simple. Il y a pas mal le temps, c'est bien. Merci à Stéphane pour le petit dessin. Et oui, c'est notre IA générative. Je vais vous présenter l'intelligence artificielle générative. Alors, c'est très intéressant. Le problème, c'est que c'est un peu la technique. J'ai envie de comprendre
comprendre un peu ce qu'il y a derrière et de jouer aussi avec. Donc j'ai un projet, mais là, je suis tombé sur un article de Microsoft, parce que Microsoft a acheté, je dirais, les droits d'utilisation de ChatGPT, donc pour ça, ils n'achètent pas comme ça, ils ont fait toute une étude. Donc ils ont fait une étude qui a donné lieu à un article de 166 pages. Voilà, c'est un prochain chantier. Je dis ça et je vous en ferai un résumé. Super. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être présents ce soir et merci à Philippe pour cette présentation et à la prochaine. Alors. Merci.